Ils se sont moqués de la fille de la directrice. Maintenant, ils paieront le prix ultime. Léa Dubois avait toujours été la plus discrète du lycée Victor Hugo, se contentant de se fondre dans le décor avec ses pulls trop grands et ses baskets usées. À 17 ans, elle était petite pour son âge, à peine 1,50 m, avec des cheveux châtains foncés qu'elle maintenait en une simple queue de cheval et des lunettes qui semblaient trop grandes pour son visage délicat. La plupart des élèves la remarquaient à peine alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs comme une ombre, serrant ses livres contre sa poitrine et baissant les yeux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Léa était la fille de la directrice Dubois, un secret qu'elle avait gardé depuis son arrivée à Victor Hugo il y a 3 ans, lorsque sa mère avait été promue à la direction de l'établissement. Le harcèlement avait commencé subtilement au début. Antoine Lemaire, le quarterback vedette avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire suffisant, avait commencé à prendre Léa pour cible pendant les pauses déjeuner. Il était flanqué de ses 2 fidèles suivants, Théo Garnier, un basketteur longiligne avec un penchant pour la cruauté, et Maxime Leclerc, un lutteur qui aimait utiliser sa force pour intimider les élèves plus petits. Ils avaient commencé par de petites choses, faire tomber ses livres dans le couloir, faire des commentaires désobligeants sur son apparence et s'assurer qu'elle n'avait nulle part où s'asseoir à la cantine. Léa endurait tout en silence, sachant que révéler son lien avec la directrice ne ferait qu'empirer les choses. Sa mère, le docteur Isabelle Dubois, était une femme stricte qui avait gagné le respect grâce à son leadership ferme mais juste. Léa ne pouvait supporter l'idée que les élèves la traitent différemment en raison de la position de sa mère, ni risquer de saper l'autorité de sa mère en donnant l'impression de recevoir un traitement de faveur. Le harcèlement s'est intensifié progressivement au cours de plusieurs semaines. Dans le gymnase, pendant la pause déjeuner, Antoine lançait délibérément des ballons de basket dans la direction de Léa lorsqu'elle essayait de trouver un coin tranquille pour lire. Dans le couloir des sciences, Théo la bousculait contre les casiers, faisant tomber ses livres et ses papiers sur le sol. Maxime la coinçait dans des salles de classe vides, utilisant sa présence imposante pour la faire se sentir piégée et impuissante. D'autres élèves regardaient, mais ne disaient rien. Certains semblaient mal à l'aise, détournant le regard lorsque les yeux de Léa croisaient les leurs, mais aucun n'intervenait. Les professeurs qui ont été témoins des incidents semblaient les considérer comme un comportement typique d'adolescents, ne valant pas la peine d'être abordés. Léa se sentait de plus en plus isolée, se demandant si quelqu'un la défendrait un jour ou si elle devrait endurer ce traitement jusqu'à l'obtention de son diplôme. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi fin octobre. Léa traversait le couloir principal après l'école, se dirigeant vers le bureau de sa mère, où elle attendait habituellement qu'on vienne la chercher. Le couloir était presque vide, à l'exception de quelques élèves à leur casier et de quelques membres du personnel se préparant à partir. La mère de Léa venait de sortir de son bureau, portant sa robe bleu marine préférée, celle qu'elle avait achetée pour les importantes réunions du conseil d'administration. Elle portait une pile de papier et semblait préoccupée par les préparatifs du week-end. Antoine, Théo et Maxime sont sortis du coin, cherchant clairement des ennuis. Ils avaient été en retenue pendant la majeure partie de la semaine et étaient particulièrement de mauvaise humeur. Lorsqu'ils ont aperçu Léa, le visage d'Antoine s'est illuminé d'une joie malicieuse. « Tiens, regardez qui nous avons là !» a lancé Antoine, sa voix résonnant dans le couloir presque vide. La petite souris Léa qui se faufile après l'école comme toujours. Léa accéléra le pas, espérant atteindre le bureau de sa mère avant que la situation ne dégénère. Mais Théo se plaça sur son chemin, lui bloquant le passage, tandis que Maxime la flanquait de l'autre côté. « Où crois-tu aller, souris ?» ricana Théo. « Nous n'avons pas fini de te parler. » La directrice Dubois leva les yeux de ses papiers, sentant immédiatement la tension dans le couloir. Elle vit 3 grands garçons entourant une élève plus petite et commença à marcher vers eux, ses talons claquant avec autorité sur le sol en linoléum. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle de sa voix ferme de directrice, celle qui faisait habituellement fuir les fauteurs de troubles. Antoine se tourna vers elle avec son expression la plus innocente. « Rien du tout, Madame Dubois.
Nous avions juste une conversation amicale avec Léa ici à propos de ses devoirs. Mais Maxime avait une autre idée. Peut-être enhardi par les frustrations de la semaine ou simplement emporté par la dynamique du groupe, il tendit la main et attrapa le sac à dos de Léa, essayant de l'arracher. Léa recula directement sur la directrice du bois qui se tenait maintenant juste derrière elle. Dans le chaos qui s'ensuivit, le bras agité de Maxime attrapa l'ourlet de la robe de la directrice du bois. Le tissu, déjà tendu par le mouvement brusque, commença à se déchirer avec un bruit de déchirure sonore qui résonna dans le couloir. La déchirure partait de l'ourlet presque jusqu'au genou, exposant les jambes de la directrice d'une manière à la fois embarrassante et totalement inappropriée. Le couloir se tut. Les quelques élèves et membres du personnel restant arrêtèrent ce qu'ils faisaient, regardant avec choc ce qui venait de se produire. La directrice du bois baissa les yeux sur sa robe déchirée, son visage passant par différentes émotions, surprise, embarras, puis une fureur froide et contrôlée que Léa n'avait jamais vue auparavant. « Maxime Leclerc », dit la directrice du bois d'une voix si basse que c'était presque un murmure, mais elle portait le poids d'une autorité absolue. « Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre carrière scolaire. » Le visage de Maxime pâlit lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait. « Je ne voulais pas... C'était un accident. » Un accident. La voix de la directrice du bois s'éleva légèrement, toujours contrôlée, mais avec un tranchant qui fit reculer tout le monde dans le couloir. « Vous harceliez une élève. Vous l'intimidiez physiquement et, ce faisant, vous avez agressé une administratrice scolaire. Ce n'est pas un accident, monsieur Leclerc. C'est une série de choix délibérés. » Antoine essaya de sauver la situation. « Madame Dubois, nous plaisantions juste. Personne ne voulait faire de mal. » « Plaisanter ?» Les yeux de la directrice brillaient. « Monsieur le maire, êtes-vous en train de me dire que coincer une élève dans le couloir, lui bloquer le passage et l'intimider constitue une plaisanterie dans votre esprit ?» Léa regardait avec étonnement sa mère se transformer sous ses yeux. Ce n'était pas la femme chaleureuse et attentionnée qui lui préparait son petit déjeuner tous les matins ou l'aidait à faire ses devoirs à la table de la cuisine. C'était la directrice du bois, en mode disciplinaire complet, une force de la nature dont Léa avait entendu parler, mais dont elle n'avait jamais été témoin de première main. « Vous trois, dans mon bureau, maintenant !» L'ordre fut donné avec une telle autorité que même Antoine, le golden boy de l'école, n'osa pas discuter. Alors qu'ils entraient dans le bureau de la directrice, Léa suivit à distance. Elle n'avait jamais vu sa mère aussi en colère, et elle était à la fois terrifiée et fascinée par cette démonstration de pouvoir. La directrice du bois ferma la porte derrière eux et décrocha immédiatement son téléphone. « Madame Perrin, veuillez appeler les parents de Monsieur le maire, les parents de Monsieur Garnier et les parents de Monsieur Leclerc. Dites-leur qu'ils doivent venir à l'école immédiatement pour une réunion d'urgence concernant le comportement de leur fils. Veuillez également contacter le coordinateur disciplinaire du district scolaire. Nous allons avoir besoin de documentation pour ce qui va se passer. » Les trois garçons échangèrent des regards nerveux. Ils commençaient à comprendre que cela n'allait pas se résoudre avec une simple retenue ou un avertissement. « Asseyez-vous » ordonna la directrice du bois, pointant les trois chaises disposées devant son bureau. « Vous tous !» Alors qu'ils s'asseyaient, elle resta debout, sa robe déchirée un rappel constant de ce qui s'était passé. Elle sortit un épais dossier du tiroir de son bureau et l'ouvrit, révélant des pages d'incidents documentés. « Commençons par vous, monsieur le maire, » dit-elle, sa voix maintenant d'un calme mortel. « Le 15 octobre, témoin madame Thomas, jet de nourriture sur Léa Dubois à la cantine. Le 18 octobre, signalé par le concierge, faire tomber délibérément des livres de ses mains dans le couloir. Le 22 octobre, observé par l'entraîneur Martin, harcèlement verbal pendant la pause déjeuner dans le gymnase. La façade confiante d'Antoine commença à s'effondrer lorsqu'il réalisa que ses actions avaient été documentées depuis le début. « Monsieur Garnier, » continua-t-elle, se tournant vers Théo, « les 14, 16, 20 et 23 octobre.
intimidation physique, bousculade délibérée et harcèlement verbal de la même élève. Votre comportement a été noté et enregistré par plusieurs membres du personnel. Théo s'affala sur sa chaise, comprenant que ses actions avaient des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. « Et Monsieur Leclerc ?» dit-elle, fixant Maxime d'un regard qui aurait pu geler le feu. « Non seulement vous avez un dossier similaire de harcèlement et d'intimidation, mais vous êtes maintenant passé à l'agression physique d'une administratrice scolaire. » Maxime ouvrit la bouche pour protester, mais la directrice Dubois leva la main. « Je n'ai pas fini. Ce que vous trois ne comprenez pas, c'est que le harcèlement n'est pas seulement une violation du règlement scolaire. Dans cet état, le harcèlement et l'intimidation systématique d'un autre élève constituent un comportement criminel. L'agression sur ma personne vient de faire passer cela d'une affaire disciplinaire à une affaire juridique. » La réalité de leur situation commença à s'imprégner. Ce n'était plus seulement des conséquences scolaires. La directrice Dubois continua. « Chacun de vous sera suspendu immédiatement en attendant une enquête complète. La suspension restera sur vos dossiers permanents. Monsieur le maire, cela signifie que vous êtes exclu de l'équipe de football et vos recruteurs universitaires seront informés de votre statut disciplinaire. Monsieur Garnier, vous êtes exclu de l'équipe de basketball et vos demandes de bourse incluront la documentation de cet incident. Monsieur Leclerc, vous êtes banni de toutes les activités sportives et votre bourse de lutte à l'université d'État est maintenant compromise. » Les visages des garçons devinrent blancs. Leurs avenirs, qui semblaient si sûrs quelques instants auparavant, s'effondraient maintenant autour d'eux. « Mais ce n'est pas tout, » dit la directrice Dubois, reprenant son téléphone. « J'appelle également la police pour déposer un rapport pour l'agression. Maxime, vous avez touché une fonctionnaire de l'école, et c'est un crime, que ce soit intentionnel ou non. » Maxime commença à trembler. « S'il vous plaît, Madame Dubois, je suis désolé. Je ne voulais pas vous blesser. C'était vraiment un accident. » « Votre intention n'est pas pertinente, Monsieur Leclerc. Vos actions ont des conséquences, et ces conséquences ne sont pas négociables. » En moins d'une heure, l'école bourdonnait d'activité. Les parents arrivèrent, l'air confus et en colère. Des policiers vinrent prendre des dépositions. Le coordinateur disciplinaire du district arriva avec une mallette pleine de paperasse. Léa regardait tout se dérouler depuis le bureau extérieur, ayant encore du mal à croire ce dont elle était témoin. La réunion avec les parents fut brutale. La directrice Dubois exposa les preuves documentées de harcèlement systématique, expliqua les ramifications juridiques de l'agression sur une fonctionnaire de l'école et détailla les conséquences qui suivraient. Le père d'Antoine, un homme d'affaires local important, essaya de minimiser la situation, suggérant que les garçons seront des garçons et que peut-être la punition était excessive. La réponse de la directrice Dubois fut rapide et impitoyable. « Monsieur le maire, votre fils tourmente systématiquement une autre élève depuis des semaines. La documentation que j'ai montre un schéma clair d'escalade du harcèlement. Ce n'est pas « les garçons seront des garçons ». C'est un comportement criminel qui a été autorisé à se poursuivre sans contrôle. Si vous n'êtes pas prêt à prendre les actions de votre fils au sérieux, alors vous faites partie du problème. » La mère de Théo essaya une approche différente, affirmant que son fils était généralement bien élevé et qu'il devait s'agir d'un malentendu. La directrice Dubois produisit des preuves vidéo des caméras de sécurité de l'école, montrant Théo bousculant délibérément Léa dans le couloir. « Madame Garnier, il n'y a pas de malentendu ici. Votre fils a été filmé à plusieurs reprises en train d'adopter un comportement agressif envers une camarade de classe. Les preuves sont claires et indéniables. » Les parents de Maxime étaient dévastés. Ils avaient immigré dans le pays avec le rêve que leur fils reçoive une éducation universitaire grâce à ses capacités de lutte. Maintenant, ces rêves étaient brisés. « S'il vous plaît, » plaida le père de Maxime, « c'est un bon garçon, il a juste fait une erreur. Ne ruinez pas son avenir à cause d'un moment de mauvais jugement. » L'expression de la directrice Dubois s'adoucit légèrement, mais sa détermination resta ferme. « Monsieur Leclerc,
Je comprends votre inquiétude pour l'avenir de votre fils. Mais ces actions ont des conséquences non seulement pour lui, mais aussi pour l'élève qui l'a tourmenté. Léa Dubois a enduré des semaines de harcèlement, d'intimidation et d'humiliation. Où était votre inquiétude pour son avenir lorsque votre fils lui rendait la vie misérable? La réalisation frappa le père de Maxime comme un coup physique. Dubois, est-ce votre fille? La directrice Dubois hocha la tête. Oui, c'est elle. Mais ce n'est pas pour cela que je prends cette mesure. Je réagirais de la même manière si un élève de mon école était traité de cette façon. Le fait que ce soit ma fille signifie simplement que j'ai une compréhension personnelle de la douleur et de la peur que cause le harcèlement. La pièce se tut alors que tout le poids de la situation retombait sur toutes les personnes présentes. Ils avaient tourmenté la fille de la directrice sans connaître son identité et ils étaient maintenant confrontés aux pleines conséquences de leurs actes. Le policier finit de prendre les dépositions et informa Maxime qu'il serait accusé d'agression. L'accusation pourrait être réduite à un délit mineur compte tenu de son âge et des circonstances, mais elle figurerait toujours dans son dossier. Alors que les parents et leur fils quittèrent le bureau, chacun faisant face à un avenir très différent de celui qu'ils avaient imaginé ce matin-là, la directrice Dubois s'assit enfin à son bureau. Léa s'approcha prudemment de sa mère. « Maman, je suis désolée, » dit Léa doucement. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'ai essayé de gérer ça toute seule. » La directrice Dubois regarda sa fille avec un mélange d'amour et de tristesse. « Léa, tu n'as rien à te faire pardonner. C'est moi qui devrais être désolée. Je n'ai pas réussi à te protéger. J'avais des rapports, j'avais des preuves, mais je n'ai pas agi assez vite. » « Tu ne savais pas que c'était moi, » répondit Léa. « Je m'en suis assurée. »« C'est exactement le problème, » dit sa mère. « J'aurais dû protéger tous mes élèves, pas seulement toi. Chaque enfant de cette école mérite de se sentir en sécurité et respecté. J'ai laissé ces garçons continuer leur comportement parce que je pensais que ce n'était qu'un conflit typique d'adolescents. J'avais tort. » Pendant le week-end, la nouvelle de l'incident se répandit dans toute la communauté scolaire. Les médias sociaux bourdonnaient de diverses versions de l'histoire, mais les faits essentiels restaient cohérents. 3 athlètes populaires avaient été pris en flagrant délit de harcèlement sur une élève et avaient agressé la directrice au passage. Lorsque l'école reprit le lundi, l'atmosphère était complètement différente. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, mais pas à propos de Léa. Ils chuchotaient à propos d'Antoine, de Théo et de Maxime, qui étaient visiblement absents de leurs endroits habituels, à la cantine et dans les couloirs. Léa remarqua immédiatement le changement. Les élèves qui l'avaient auparavant ignorée hochèrent maintenant la tête en signe de reconnaissance lorsqu'elle passait. Certains souriaient même ou disaient bonjour. La peur qui l'avait suivie dans les couloirs avait disparu, remplacée par quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, le respect. À la cantine, Léa s'assit à sa table habituelle, s'attendant à manger seule comme toujours. Mais à sa grande surprise, plusieurs élèves s'approchèrent d'elle. « Salut Léa », dit Sarah Chen, une fille discrète de son cours d'anglais. « Ça te dérange si je m'assois avec toi ?» Bientôt, Léa se retrouva entourée d'élèves à qui elle n'avait jamais parlé auparavant. Ils n'étaient pas là par pitié ou parce qu'ils se sentaient désolés pour elle. Ils étaient là parce qu'ils respectaient ce qui s'était passé et voulaient être associés à quelqu'un qui s'était opposé au harceleur de l'école, même si c'était par l'intermédiaire de sa mère. La conversation au déjeuner révéla quelque chose que Léa n'avait pas prévu. Beaucoup d'élèves avaient leurs propres histoires de harcèlement et d'intimidation. Certains avaient été les cibles d'Antoine, de Théo et de Maxime. D'autres avaient été témoins du harcèlement mais se sentaient impuissants à intervenir. « J'ai toujours voulu dire quelque chose », admit Marc Thomas, un élève de seconde qui avait été dans le couloir lors de plusieurs des incidents documentés. « Mais j'avais peur qu'ils s'en prennent à moi ensuite. »« Nous tous », ajouta Jennifer Martin, une élève de première qui avait regardé les incidents de la cantine. « Ces gars-là avaient tellement de pouvoir dans l'école, personne ne voulait les contrarier. »
Léa réalisa que le harcèlement qu'elle avait enduré faisait partie d'un schéma plus large d'intimidation qui avait affecté toute la communauté scolaire. L'action décisive de sa mère ne l'avait pas seulement protégée, elle avait libéré des dizaines d'autres élèves qui vivaient dans la peur. Tout au long de la semaine, les conséquences pour Antoine, Théo et Maxime continuèrent de se dérouler. Antoine perdit sa bourse de football à l'université d'État lorsque l'université apprit sa suspension et les problèmes juridiques en suspens. Théo fut exclu de l'équipe de basketball et dut expliquer la situation à tous les recruteurs universitaires qui s'étaient intéressés à lui. La bourse de lutte de Maxime fut révoquée et sa famille dut engager un avocat pour faire face aux accusations d'agression. Le conseil scolaire se réunit pour examiner l'incident et soutint à l'unanimité les actions de la directrice Dubois. Ils publièrent une déclaration louant sa réaction rapide et sa gestion décisive de la situation. Le journal local publia un article sur l'incident, se concentrant sur la politique de tolérance zéro de l'école en matière de harcèlement et sur l'importance de la responsabilité des administrateurs. 2 semaines après l'incident, Léa fut surprise de trouver Maxime qui l'attendait près de son casier après l'école. Il avait l'air plus petit en quelque sorte, sa posture confiante habituelle remplacée par des épaules voûtées et des yeux baissés. « Léa, dit-il doucement, je voulais m'excuser. Pour tout. » Léa étudia son visage, cherchant des signes de manque de sincérité ou de manipulation, mais ne trouva que des remords sincères. « Je sais que j'ai tout gâché, » continua Maxime. « Je sais que je t'ai blessé, et je sais que j'ai ruiné mon propre avenir. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'avais tort. Tu ne méritais rien de ce que nous t'avons fait. » Léa hocha la tête lentement. « Merci d'avoir dit ça, Maxime. Ça veut dire quelque chose. »« Je change d'école, » dit-il. « Mes parents pensent que c'est mieux. Mais avant de partir, je voulais m'assurer que tu savais que je suis désolé. Vraiment désolé. » Après le départ de Maxime, Léa ressentit un sentiment de clôture qu'elle n'avait pas prévu. La colère et la peur qu'elle avait portées si longtemps commencèrent à se dissiper, remplacées par quelque chose de plus fort, la confiance. Au fil des semaines, Léa commença à sortir de sa coquille. Elle rejoignit l'équipe de débat, découvrant qu'elle avait un talent pour la prise de parole en public et l'argumentation logique. Elle commença à donner des cours particuliers à des élèves plus jeunes en mathématiques et en sciences, trouvant de la joie à aider les autres à réussir. Plus important encore, elle commença à se voir non pas comme une victime, mais comme une survivante qui était ressortie plus forte de son épreuve. La directrice Dubois remarqua le changement chez sa fille et ne pouvait pas être plus fière. Lors d'une de leurs conversations du soir, elle partagea ses propres réflexions sur l'incident. « Tu sais, Léa, ce qui s'est passé ce jour-là m'a aussi changé, » dit sa mère. « J'ai réalisé qu'être directrice ne consiste pas seulement à gérer une école efficacement. Il s'agit de créer un environnement où chaque élève peut s'épanouir sans crainte. »« Tu penses qu'ils ont appris quelque chose ?» demanda Léa, faisant référence à ses anciens bourreaux. « Je pense que Maxime, oui, » répondit sa mère pensivement. Ses excuses semblaient sincères. Quant à Antoine et Théo, je ne suis pas sûr. Mais ce n'est plus notre responsabilité. Notre responsabilité est de veiller à ce que rien de tel ne se reproduise. Fidèle à sa parole, la directrice Dubois mit en œuvre des changements radicaux dans les politiques anti-harcèlement de l'école. Elle institua une formation obligatoire pour tout le personnel sur la reconnaissance et la lutte contre le harcèlement. Elle créa des systèmes de signalement anonymes qui permettaient aux élèves de signaler les incidents sans crainte de représailles. Elle créa des programmes de médiation par les pairs et des assemblées régulières axées sur le respect et l'inclusion. Les changements transformèrent la culture du lycée Victor Hugo. Les élèves qui s'étaient auparavant sentis impuissants avaient maintenant de multiples moyens de demander de l'aide. L'atmosphère de peur et d'intimidation qui avait permis aux harceleurs de prospérer fut remplacée par une atmosphère de respect et de soutien mutuel. L'histoire de Léa devint une partie de la légende de l'école, mais pas comme un conte de victimisation.
Au lieu de cela, elle devint une histoire sur le pouvoir de défendre ce qui est juste, même lorsque le coût est élevé. Les élèves apprirent que les actions ont des conséquences, que les adultes peuvent être dignes de confiance pour les protéger et que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité et respect. 6 mois après l'incident, Léa fut élue au conseil des élèves, se présentant sur une plateforme de défense de la lutte contre le harcèlement et de soutien par les pairs. Son slogan de campagne « Tout le monde mérite le respect » résonna auprès des élèves qui avaient vécu leur propre lutte contre le harcèlement et l'intimidation. Dans son discours de victoire, Léa réfléchit à son parcours de victime à défenseur. « J'ai appris que le silence face à l'injustice n'est pas une force, c'est un abandon. J'ai appris que se défendre et défendre les autres n'est pas seulement un droit, c'est une responsabilité. Et j'ai appris que parfois, les personnes qui semblent les plus impuissantes peuvent créer le changement le plus puissant. » Alors que Léa regardait les élèves rassemblés, elle vit des visages qui reflétaient sa propre transformation. Les élèves qui avaient été victimes étaient devenus des défenseurs. Les spectateurs étaient devenus des alliés. La peur avait été remplacée par l'espoir, et le silence avait été remplacé par une voix collective exigeant le respect et la dignité pour tous. Les 3 garçons qui l'avaient autrefois terrorisé étaient partis, mais leur héritage se perpétuait dans les changements positifs que leurs actions avaient involontairement inspirés. La mère de Léa n'avait pas seulement protégé sa fille, elle avait protégé tous les élèves de l'école en montrant que le harcèlement et l'intimidation ne seraient tolérés en aucune circonstance. Des années plus tard, lorsque Léa obtint son diplôme de major de promotion et partit à l'université avec une bourse d'études complète, elle se souviendrait de cet après-midi d'octobre comme du jour où sa vraie vie avait commencé. Non pas parce qu'elle avait été sauvée par l'intervention de sa mère, mais parce qu'elle avait appris que chacun a le pouvoir de défendre ce qui est juste.